Après avoir consommé 5 verres d'alcool, avant de partir, je m'auto-évalue par un éthylotest, réponse A. Je bois de l'eau en grande quantité, réponse B. Je bois du café en grande quantité, réponse C. Si vous buvez de l'eau ou du café en grande quantité, ça ne va pas détruire du tout l'alcool. C'est le foie qui va l'éliminer et il lui faut plusieurs heures. Donc ici, on s'auto-évalue par un éthylotest, c'est la seule solution. Donc c'était réponse A. Question 2. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, en cas de délit de fuite, je risque vraiment jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était bien réponse A. Question 3. La chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau, c'est à connaître par cœur, hein, vous ne devez pas faire d'erreur dessus. Donc là, il est annoncé à 50 mètres puisqu'on est en agglomération. Donc 50 mètres avant, on nous dit que dans 50 mètres à peu près, il y aura un rétrécissement de chaussée. Et quand il y a les deux comme ça dessus, ça peut être soit des deux côtés, comme c'est dessiné, soit uniquement du côté droit, soit uniquement du côté gauche. Donc il y a les trois possibilités. Donc là, on nous demande, la chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Est-ce que ça sera obligatoirement des deux côtés? Non, parce qu'on a vu que ça pouvait être aussi bien à droite aussi, ou alors aussi bien uniquement à gauche. Donc là, c'était réponse B. Question 4. Dans cette situation, je reste où je suis, réponse A. Je serre le bord gauche de ma voie, réponse B. Je change de voie, réponse C. Là, on est sur la bande d'arrêt d'urgence. Ici, il y a des véhicules. Donc là, ça s'appelle un corridor de sécurité. On doit laisser un espace minimum entre ceux qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence et ceux qui circulent. Si possible, on s'écarte. Si on peut pas s'écarter, on va essayer de se rapprocher le maximum des pointillés là qui sont ici. Donc là, on va observer, est-ce que je peux m'écarter? Regardez dans le rétroviseur, vous avez déjà un poids lourd qui se trouve déjà sur la voie de gauche. Donc, je ne vais pas pouvoir m'écarter. Donc, il me reste une seule solution, c'est que je serre le bord gauche de ma voie. Donc là, c'était réponse B. Question numéro 5. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je conserve la même allure, réponse C. Alors, ici, on nous dit, et c'est important là de connaître votre signalisation verticale, si vous avez fait des erreurs là-dessus, surtout notez-le et apprenez-le. Hein. Là, c'est un panneau qui nous dit fin de route pour automobile. Donc c'est une route à accès réglementé. Donc je vais être limité en fonction du lieu où je me trouve. Là, ici, on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc on est en sens unique. Dans ce cas-là, j'étais limité à 110 km/h quand j'étais sur la route pour automobile. Maintenant, je vais passer sur autoroute. Donc, autoroute, la limitation de vitesse, si on nous dit rien de particulier, va être de 130 km/h puisqu'il ne pleut pas.
Donc j'ai le droit de passer de 110 km/h à 130 km/h. Donc normalement je peux accélérer puisque là je roule à 118 km/h. Mais est-ce que je peux le faire maintenant? Alors on va regarder et là on constate qu'on se fait dépasser. Et quand on se fait dépasser, on doit maintenir l'allure. Donc je conserve la même allure. Réponse C. Question 6. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, R, ça veut dire reverse. Mais ça veut, en français, vous pouvez vous dire R comme reculer. Donc, si vous êtes sur la position R, vous allez enclencher ici la marche arrière. Ça ne sert pas à avancer comme c'est demandé dans la question, donc c'était réponse B. Question 7. Sur certains autoradios, il est possible d'avoir des informations routières même si je suis en train d'écouter un CD. Oui, réponse A. Non, réponse B. En effet, il est possible d'avoir les informations routières, et ça, même si j'écoute un CD. Ça s'arrête momentanément et ça bascule automatiquement vers la fréquence où la station de radio diffuse une information. Réponse A. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. Je mets mes feux de détresse, réponse B. Je fais un appel de phare, réponse C. Je ralentis, réponse D. Dans cette situation, je dois freiner à cause des poules qu'il y a sur la route. Alors pour ne pas surprendre les usagers qu'il pourrait y avoir derrière moi, parce que je vais ralentir de façon anormale et peut-être un peu brutale aussi, je mets aussi en accompagnement mes feux de détresse. Alors klaxonner ou faire un appel de phare, ça n'apporte rien dans ce cas, et je risque même d'affoler les poules qui vont partir dans tous les sens. L'idéal, c'est qu'il faut avancer très doucement pour que les poules s'écartent lors de mon passage. Elles vont finir par comprendre mon intention. Donc, ces réponses, B, je mets mes feux de détresse, et D, je ralentis. Question 9. Ce véhicule transporte des matières dangereuses, réponse A, des produits laitiers, réponse B, je dépasse, oui, réponse C, non, réponse D. Si on observe ce véhicule, je vous l'ai mis un petit peu en zoom sur le côté pour voir un peu mieux, il possède une plaque orange, ce qui signifie que c'est transport de matières dangereuses. Alors pour information, le chiffre du haut là, qui est ici 30, d'accord, ça indique la nature du danger. Le chiffre du bas, ça indique le type de produit transporté. Alors sa vitesse, elle est limitée à 70 km/h sur les routes, comme ici, à sens unique, d'accord, ce qui veut dire que moi j'ai largement mon allure beaucoup plus importante pour pouvoir le dépasser. Alors ensuite j'ai observé derrière moi aussi, voir s'il n'y a personne qui me dépasse. Il n'y a personne dans mon rétroviseur. J'ai largement plus de vitesse que lui, parce que lui est limité à 70 km/h. Donc oui, je le dépasse. Donc là, c'était réponse A et C. Question 10. Cette voiture est en feu de route et elle m'éblouit. Je fais un ou deux appels de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je porte mon regard vers la droite, réponse C. Vers l'accotement droit, réponse D.
Alors le conducteur de la voiture là qui arrive en face, il a ses feux de route, d'accord, donc c'est gênant. Donc pour l'inciter à revenir en feu de croisement, je peux lui faire 1 ou 2 appels, pour qu'il revienne en feu de croisement, parce qu'il faut pas que je reste ébloui comme ça, c'est dangereux. Et pour limiter l'éblouissement, je regarde l'accotement droit. Et surtout pas cette voiture. Ça me permettra aussi de détecter s'il y a un danger, s'il y a quelque chose sur le bord droit, un piéton, un cycliste. Donc évidemment, il faut aussi ralentir, sans oublier de ralentir. Donc là, c'était réponse A et D. Question 11. L'ordinateur de bord permet de vérifier que j'ai une conduite économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'ordinateur de bord vous indique plein de choses. Donc le nombre de kilomètres parcourus, ça c'est le minimum. Les entretiens effectués aussi. Il va vous dire vidange à prévoir par exemple. Il va vous indiquer aussi si vous avez aussi un pneu sous-gonflé. Il va vous indiquer votre consommation moyenne, mais aussi votre consommation instantanée. Et ça, ces 2 dernières choses, la consommation moyenne et surtout la consommation instantanée, ça va vous aider à prendre conscience de la bonne utilisation de vos rapports de vitesse de manière à être le plus économe possible. Donc là, c'était oui, réponse A. Question 12. Dans les stations-service, les pistolets sont identifiables par un code couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il existe bien un code couleur qui correspond à chaque type de carburant. Donc ça, c'est pour éviter les erreurs lors du choix du carburant. Donc en gros, la couleur verte, c'est pour l'essence sans plomb. La couleur jaune, orange ou noire, des fois, c'est pour celui du gasoil. Donc là, c'était réponse A. Question 13. J'ai des problèmes d'audition. Je dois passer une visite médicale pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il n'y a pas de visite médicale à passer quand on a des problèmes d'audition, ça ne fait pas partie des restrictions. Donc là, c'était réponse B. Question 14. Lors du contrôle technique, le niveau de pollution de mon véhicule est mesuré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'une visite au contrôle technique, le niveau de pollution, il est vraiment mesuré. Et si vous avez une pollution excessive, c'est-à-dire qui est au-dessus de la norme acceptée, parce qu'il y a une certaine norme qu'on ne doit pas dépasser, et bien là, ça entraîne une contre-visite. Donc c'était réponse A. Question 15. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler. En feu de route, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu diurne seulement, réponse C. Donc les feux diurnes seulement, la nuit, ça c'est jamais. Il faut jamais faire ça. C'est les feux diurnes, ce sont les petits feux de jour que vous avez, je vous montre là, voilà. Les petits feux de jour que vous avez, ça vous permet d'être vu un petit peu mieux le jour. Donc surtout pas lasser. Ensuite,
La question est de se poser, si vous avez du mal avec l'éclairage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Donc je ne vais pas trop m'attarder, si vous avez du mal, allez dans les vidéos à thème et regardez un petit peu la vidéo que j'ai fait pour ça. Donc ici, les feux de route, le critère c'est de regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça nous est complètement égal. Donc, je vais rentrer en agglo, mais peu importe, je vais regarder s'il y a de l'éclairage. Il n'y a pas de lampadaire d'allumé, il n'y a rien, c'est le noir total. Évidemment, il n'y a personne en face, donc du coup, je dois, et j'ai bien dit je dois, mettre mes feux de route, d'accord? Donc, c'était réponse A. Question 16. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés. Si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que par exemple, si on atteint presque les 35-40 degrés, en 10 minutes à l'intérieur de la voiture, on peut atteindre les 60 degrés. C'est énorme. Alors surtout, ne laissez pas un enfant à l'intérieur d'une voiture qui ne serait pas capable d'ouvrir les vitres, ni un animal, surtout pas. Là, il risquerait l'enfant d'être complètement déshydraté, de perdre connaissance et de décéder carrément. Je pense que vous entendez ça de temps en temps aux informations. Donc, oui, on peut dépasser les 60 degrés, même en plein soleil. Même si, que ce soit vitre teintée ou pas teintée, c'est dans les mêmes conditions, quasiment. Donc là, c'était réponse A et C. Question 17. En circulant à 130 km/h, je parcours chaque seconde environ 19 mètres, réponse A, 29 mètres, réponse B, 39 mètres, réponse C, 49 mètres, réponse D. Il y a une règle rapide à retenir, c'est que si vous êtes à 130 km/h, vous prenez le chiffre des dizaines et vous le multipliez par 3. Ça, c'est ce que vous parcourez ça en une seconde. Voilà. Donc, 13 fois 3, ça fait 39. Alors, si vous n'êtes pas fort en maths, moi, je vous conseille de faire une petite fiche et puis de connaître votre distance que vous parcourez pendant une seconde, d'accord? Vous le calculez à la maison, vous le mettez sur une fiche et vous calculez, vous devez le savoir pour si vous circulez à 30 km/h, si vous circulez à 50 km/h, si vous circulez à 80, à 90, à 110 et à 130. Avec ça, vous devriez vous en sortir. Vous l'apprenez par cœur, donc une petite révision, une fois le matin, une fois le soir, comme je vous explique dans les petits cours. Et puis, ça va rentrer et vous le saurez sans problème. Parce que le but, c'est de répondre en 20 secondes. Alors, si vous n'êtes pas fortiche en maths, 20 secondes, ça passe très très vite. Et là, vous êtes perdu, vous répondez au hasard. Dans ce cas-là, apprenez par cœur. Vous cassez pas la tête, apprenez. Donc là, c'était 39 mètres, donc réponse C. Question 18. Les enfants ont plus de difficultés que les adultes à apprécier les distances et les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et en effet, les enfants ont plus de mal à apprécier les distances et les vitesses. Donc c'était réponse A. Question 19. En cas de début d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes, réponse A, vers le sommet des flammes, réponse B.
Alors, si vous vous rendez compte que votre voiture ou qu'il y a un véhicule qui prend feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus dangereux de tout, c'est l'ouverture du capot. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez ouvrir votre capot, là, il va y avoir un appel d'air qui va se faire. C'est-à-dire que l'air va vouloir rentrer brutalement dedans. Et puis à partir du moment où il va y avoir un appel d'air, eh bien ça va attiser les flammes. Ça veut dire que le feu, lui, il va vouloir augmenter encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre. Au lieu d'étouffer, l'oxygène rentre et là, le feu va devenir plus important. Donc surtout quand vous ouvrez votre capot, il va falloir être super vigilant. Donc comment faire? Il vaut mieux s'accroupir devant la calandre là, et puis donc de repérer le système d'ouverture pour savoir où on ouvre, et vous ouvrez tout doucement, le plus doucement possible, pour éviter justement ce fameux appel d'air, pour qu'il y ait le moins d'oxygène possible et pour éviter que la flamme augmente. Si vous avez un extincteur, il faut l'orienter vers les flammes, mais au plus près du foyer. C'est quoi le foyer? C'est le départ du feu, donc au plus près de cette zone-là. Attention, l'extincteur, ça n'est efficace qu'en début d'incendie. Une fois que c'est bien étalé sur le véhicule, vous pouvez plus rien faire d'autre. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est éviter que ça se répande autour du véhicule, mais pour votre véhicule, c'est fichu. Donc, en cas d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes. Donc, c'était réponse A. Question 20. À 150 mètres, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau, c'est un panneau de danger, ça vous devez le savoir par cœur absolument, pas faire d'erreur du tout là-dessus. Et ça nous annonce un système de priorité à droite. Ça veut dire que tous ceux qui viennent de la droite ici, je devrais les laisser passer, parce qu'ils viennent de ma droite. Ceux qui viennent de gauche, là, d'ici, moi je viens de leur droite, je serai à leur droite. Donc ils devront me laisser passer. Donc tout le monde doit laisser passer sa droite, sa propre droite. Donc à 150 mètres, est-ce que je céderai le passage à droite? Oui, réponse A. À gauche, non. Réponse D. Si vous avez du mal avec ce genre de signalisation, regardez la vidéo avec les questions que je vous ai faites que sur les règles d'intersection où je prends le temps de bien vous expliquer tout ça. Question 21. J'ai un doute sur l'intention de ce piéton. En plaçant le pied devant le frein, je réduis mon temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça va réduire en effet notre temps de réaction parce que déjà je suis en alerte, vous savez, c'est comme en athlétisme quand ils sont sur les starting blocks, les muscles sont déjà en tension et ils font aussi attention au pistolet qui va se déclencher, donc ils sont en alerte et ça leur permet de réduire leur temps de réaction. Nous c'est pareil, si on lâche l'accélérateur et déjà on met le pied au-dessus du frein, donc déjà on va gagner le temps de réaction entre le fait de lâcher l'accélérateur et le fait de mettre le pied au-dessus du frein. Ça met du temps pour faire cette action-là. Donc on va déjà gagner ce temps-là. Et en plus de ça, nos muscles seront en alerte pour pouvoir appuyer sur la pédale de frein. Donc on va être beaucoup plus réactif. La distance de freinage, elle, ça change rien. C'est mécanique, c'est la voiture. Le freinage, il sera le même que j'ai le pied au-dessus du frein ou pas le pied au-dessus du frein. Le freinage n'agira que quand j'aurai enfoncé la pédale. Donc c'est entre le moment où j'ai appuyé sur la pédale réellement et le moment où la voiture s'arrête. Ça ne change pas. Donc c'était réponse A et D. Question 22. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc vous avez vu, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Donc ici, on est bien en sens unique. Je vois un poids lourd qui est en train d'en dépasser un autre. Donc jusqu'ici, pas de souci. Si on regarde, est-ce que j'ai mes distances de sécurité? Oui, j'ai bien 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc pour l'instant, j'ai mes distances de sécurité. Mais le problème, c'est ça. C'est que un poids lourd, lui, il est limité à 90 km/h. Donc moi, je roule à combien? Presque 130 km/h. Ça fait une sacrée différence de vitesse. Donc je vais très vite arriver dessus et je ne pourrai plus, dans quelques secondes, respecter mes distances de sécurité. Donc je vais être obligé de ralentir pour maintenir mes distances de sécurité. Donc c'était réponse A. Question numéro 23. Je passe le premier, réponse A, ou je laisse passer la voiture bleue, réponse B. Quand c'est carré, c'est à moi de passer. Vous avez vu de l'autre côté, c'est rond. Et puis, il faut voir le sens de la flèche. Alors, si je ramène ce panneau-là au sol, mon sens de circulation, il est bien dans ce sens-là. Donc, c'est moi qui ai la flèche blanche. Ceux qui arrivent d'en face, ils arrivent dans ce sens-là. Donc, c'est eux qui ont la flèche rouge. Donc, je passe le premier. Oui, réponse A. Question 24. Pour assurer la sécurité, je klaxonne. Réponse A. Je fais clignoter les feux stop. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je fais un appel lumineux. Réponse D. Là, on peut voir qu'il y a un chat sur le trottoir de droite et il regarde l'enfant. L'enfant regarde le chat aussi, vous avez vu. Mais que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont traverser? On ne sait pas. Donc là, c'est un danger immédiat, imminent. Si je klaxonne, je risque de faire peur au chat et il risque de se mettre à traverser n'importe comment, et là, la situation va pas s'améliorer. Si je fais un appel lumineux, il ne me regarde pas, et puis ça m'étonnerait que l'enfant comprenne le message. Peut-être que l'enfant va se dire, ah c'est bon, il m'a vu, je peux aller chercher mon chat. On sait pas, et puis le chat, lui, il va pas comprendre ce que veut dire un appel lumineux. Donc déjà, pour la A et la D, on oublie. Ensuite, est-ce que je fais clignoter les feux stop? Si on regarde dans le rétroviseur, on voit qu'il y a un véhicule qui est assez proche, et moi je vais ralentir parce que là c'est un danger. Donc je vais prévenir celui de derrière que je vais ralentir. Donc c'est bien de faire clignoter les feux stop. Donc vous faites des petits appuis sur la pédale pour prévenir que vous allez certainement vous arrêter si les enfants traversent. Donc c'était réponse B et C. Question 25. Le véhicule A risque de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule B risque de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule A a mis un clignotant à gauche, donc il est fort probable qu'il se mette à dépasser, même s'il y a beaucoup de circulation. Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a une sortie. Donc il est possible que les véhicules de droite ralentissent un petit peu pour sortir. Du coup, il est fort probable qu'il se mette à dépasser. C'est pour ça qu'il a son clignotant à gauche. Le véhicule B, lui, il a le clignotant à droite et il risque très probablement, en effet, de prendre la sortie à droite. Donc, il risque pas de dépasser, mais plutôt de sortir puisqu'il a son clignotant à droite. Donc là, c'était réponse A et D. Question 26. Je viens d'obtenir le permis B. Je peux conduire une motocyclette légère immédiatement, réponse A, après 2 ans de permis et une formation obligatoire de 7 heures, réponse B. Donc c'est vrai,
Si vous avez passé le permis B, vous ne pouvez pas conduire tout de suite une motocyclette légère, donc vous devez patienter un minimum de 2 ans. Et ensuite, vous devez faire une formation de 7 heures en auto-école dans un établissement agréé pour ça. Donc c'était réponse B. Question 27. En cas de choc à 70 km/h, je peux me retenir simplement à la force des bras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors j'entends souvent la fausse idée de dire que en cas d'accident, je suis assez fort pour amortir le choc moi-même. Je me cramponne au volant ou au poignet et puis c'est bon. Ou alors je peux tenir mon gamin qui est dans les bras, qui n'est pas ceinturé. Il faut savoir quand même que les muscles des bras ne peuvent pas résister à une force de plus de 25 kg en moyenne. D'accord ? C'est quasiment rien 25 kg. Donc 25 kg. Admettons vous pesez 75 kg et que vous vous tapez à 50 km/h, uniquement 50 km/h, un mur, et ça correspond à une force de 2 tonnes. C'est énorme, 2 tonnes. Alors, vous voyez bien, vos bras qui sont capables de retenir à peu près 25 kg ne font pas le poids face à une force de 2 tonnes. Par contre, la ceinture, elle est capable de résister justement à ces forces-là. Elle est capable de résister à peu près à 3 tonnes environ. Donc les poignées latérales ou le volant, ça ne servira à rien de plus puisque vous n'avez pas la force nécessaire pour vous retenir. Vous allez être projeté, vous allez traverser le pare-brise et puis vous risquez d'y rester. Donc c'est réponse B. Mes passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 18 ans, réponse A. Une amende pour le passager de 17 ans, réponse B. Un retrait de points, réponse C. Un retrait de permis, réponse D. En tant que conducteur, je suis responsable de tous mes faits et gestes, mais aussi de ce que font les mineurs dans la voiture. Donc, je n'aurai pas d'amende pour le passager de 18 ans, c'est lui qui aura l'amende, parce qu'il est majeur. Par contre, j'aurai une amende pour le passager de 17 ans, puisqu'il n'a pas mis sa ceinture. Concernant le retrait de points et le retrait de permis, je n'en aurai pas, parce que là, il n'y aura de retrait de points ou de permis que si c'est moi qui fais l'infraction. Et là, c'est pas le cas, c'est mon passager. Donc, la réponse est B. Question 29. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas d'alcoolémie positive, réponse A, de franchissement de la ligne continue, réponse B, de délit de fuite, réponse C. Donc ce que je vais vous dire, c'est à apprendre par cœur. Donc s'il faut, faites pause et notez ça sur un papier pour l'apprendre par cœur. Il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, donc, ou alors 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il n'a que 6 points à la base. Le délit de fuite a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis, et il sera donc invalidé. Et il risque aussi une amende de 75 000 € au maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le franchissement d'une ligne continue, quant à lui, c'est sanctionné par 3 points sur son permis de conduire. Donc il lui reste alors que la moitié des points. Donc il faut qu'il fasse un stage de sensibilisation de 2 jours. Donc là, c'était réponse A et C. C'est dans ces cas-là où il ne lui reste plus rien du tout. Question 30. Le soleil peut m'éblouir pendant plusieurs secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je détourne rapidement mon regard du soleil. Oui, réponse C.
non, réponse D. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes ébloui? Eh ben, l'iris de votre œil, il se referme naturellement, il se rétrécit. Mais ça met plusieurs secondes, c'est pas instantané. Donc je peux être ébloui pendant plusieurs secondes. Donc la meilleure solution, ça consiste à détourner rapidement mon regard du soleil. Donc réponse A et C. Question 31. Le risque le plus important est dans la zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Alors, ici, le risque le plus important, et ce qui est en mouvement là, là, tout ça, ça reste fixe. Là, la route, on a le temps de voir arriver, on va arriver au céder le passage, on observera de chaque côté. Donc là, par contre, le cycliste, il n'a pas de pied au sol, il ne me regarde pas, donc il va s'engager. Il est en mouvement, donc ça va arriver très très vite. Donc le risque le plus important de tous, là, c'est le D. Question 32. Pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B, les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Donc un vélo, comme ça, fixé à l'arrière, ne doit en aucun cas cacher les feux, les clignotants, les feux stop, parce que le véhicule qui est derrière, dans ce cas-là, il ne connaîtra pas notre intention, ou il ne verra pas que je freine, et il risque d'être surpris. Donc c'est dangereux. Et je dois aussi laisser la plaque visible pour les forces de l'ordre. Donc là, pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, les feux visibles, oui, réponse C. Question 33. Dans ce cas, je ralentis, réponse A, je m'assure que le conducteur m'a vu, réponse B, je klaxonne, réponse C, je dois céder le passage, réponse D. Alors ici, vous avez une intersection avec un véhicule qui veut s'insérer et il vous observe. Alors, quelle est la règle de priorité de passage? Ici, on voit pas grand-chose. On devine un marquage au sol, mais c'est pas très clair, alors on va chercher le panneau. Le panneau est souvent en retrait, d'accord? Il n'est jamais ici, parce que c'est arrondi, et s'il est placé ici, quand vous allez arriver sur le côté, vous ne verrez pas forcément le panneau, parce qu'il sera un peu trop sur le côté, donc il sera caché. Alors là, on voit un panneau stop, donc il a un stop. Je suis donc prioritaire, je n'ai pas à le laisser passer. Il a un gyrophare mais il n'est pas allumé, donc je n'ai pas à lui faciliter le passage. Donc dans ce cas-là, même si je suis prioritaire, je vais quand même ralentir un peu, parce qu'il a peut-être estimé, lui, qu'il aurait le temps de passer, alors que moi, j'estime que c'est un peu juste. Et je m'assure que le conducteur m'ait vu aussi. C'est pas pour autant qu'il a décidé de s'arrêter, on est bien d'accord. Il n'a peut-être pas la même vision que nous des choses. D'accord? Donc là, c'était réponse A et B. Question 34. En attendant les secours, ce blessé se plaint de très fortes douleurs dans le dos. Je l'aide à s'asseoir. Réponse A. Je lui donne à boire. Réponse B. Je le réconforte. Réponse C.
Alors, dans tous les cas, hein, même si un blessé se plaint de fortes douleurs au dos, il ne faut jamais bouger ou l'inciter à bouger. Il faut ne jamais bouger le blessé, d'accord? Sauf s'il y a un danger immédiat. Qu'est-ce que c'est qu'un danger immédiat? Par exemple, un risque d'incendie, et là, la situation va s'aggraver. Ou un véhicule qui arrive très très vite et il n'aura pas le temps de freiner et il risque de vous écraser. Évidemment, là, vous allez vous écarter. Mais sinon, on évite de bouger un blessé. Et c'est pareil, il ne faut pas lui donner à boire. Parce que s'il doit subir une opération, eh ben, il est nécessaire dans ces cas-là que son estomac soit vide. Sinon, ils vont avoir des difficultés pour l'opération. Il y aura plus de risques. Mais par contre, il faudra le réconforter, par contre, en attendant l'arrivée des secours. C'est la seule chose que vous pouvez faire. N'oubliez pas d'appeler les secours aussi, hein, mais voilà. Donc là, c'est réponse C. Question 35. Les phares directionnels adaptatifs se situent à l'avant d'un véhicule, réponse A, à l'arrière d'un véhicule, réponse B. Alors, les phares directionnels, c'est surtout présent sur des voitures haut de gamme. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça, normalement, ici, cette distance-là, c'est quand je vais tout droit, cette zone-là, hein, d'accord? Habituellement, l'éclairage, il est comme ça. Vous avez remarqué, le phare de droite, parce que ça, vous pouvez avoir d'autres questions, le phare de droite, il éclaire plus loin que celui de gauche, pour éviter d'éblouir ceux d'en face. Donc, ça éclaire droit. Et quand je prends un virage, du coup, si ça éclaire droit, j'ai pas de visibilité sur ce qui va m'attendre de l'autre côté du virage la nuit. Donc là, à partir du moment où je commence à bouger un petit peu mon volant, donc ça détecte, hein, et là, vous avez les phares qui se déplacent vers la droite et donc qui orientent plus en direction de la route. Pareil, quand vous prenez dans l'autre sens, hein, là, normalement, ça éclaire ici, hein, droit, comme ça, et ça va détecter donc la trajectoire de la route, et donc les phares vont se diriger plus en direction de la route. Donc c'est à l'avant du véhicule. À l'arrière, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. C'est juste pour être visible, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'était réponse A. Question 36. Je peux m'engager après ce panneau si je tracte une caravane dont le poids total roulant autorisé est de 100 kg. Réponse A. 200 kg. Réponse B. 300 kg. Réponse C. 400 kg. Réponse D. Alors, est-ce que vous avez bien révisé ce panneau, ceux qui ont eu les questions? Là, ce panneau-là, ça, c'est interdit pour ceux qui tractent une caravane ou une remorque, hein, c'est pareil, hein, de plus de 250 kg. Si vous savez pas, vous faites une petite fiche. Allez, donc là, c'était réponse A et B, je vous explique pourquoi. Parce que là, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 250 kg n'ont pas le droit d'y accéder. Donc moi, comme si j'ai une remorque de 100 kg, j'ai le droit, je suis en dessous de 250. Et si j'ai une remorque de 200 kg, j'ai le droit aussi parce que je suis en dessous de 250 kg, la limite, en dessous de la limite. Donc réponse A et B. Question 37. Mon acuité visuelle diminue lorsque je circule dans un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule de nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acuité visuelle? C'est la capacité à discerner un petit objet qui est situé le plus loin possible.
Cette acuité visuelle, elle va varier en fonction de différents facteurs. En conditions de vision nocturne, lorsqu'il fait nuit ou lorsque la luminosité elle est faible, comme dans un tunnel par exemple, l'acuité visuelle elle chute, elle est vraiment moins bonne parce qu'il y a votre rétine qui se réduit. Et c'est la même chose quand vous circulez de nuit. Donc là, je circule dans un tunnel, en effet ça diminue l'acuité visuelle, réponse A. Je circule de nuit, ça diminue aussi l'acuité. Donc A et C. Question 38. Circuler avec une voiture électrique réduit la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit le bruit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors c'est vrai qu'une voiture électrique, ça permet de réduire la pollution, et en plus de ça, le bruit est moins important. Un moteur électrique fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique. Donc c'était réponse A et C. J'active la sécurité enfant lorsque des adultes voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des enfants voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces petites commandes là que vous avez souvent sur le montant de la portière ou au centre de véhicule, mais ça peut aussi être au niveau du montant de la portière arrière, un petit bouton à enclencher, ça dépend des véhicules. Alors à quoi ça sert ? Ça évite à la personne qui est derrière, donc en règle générale les enfants, ça évite à la personne de derrière, même si elle essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière ne s'ouvrira pas. On ne pourra ouvrir cette portière arrière que de l'extérieur. Le conducteur devra descendre de sa voiture pour aller ouvrir la portière arrière. Ça c'est une sécurité pour pas que les enfants descendent en roulant. Et puis ça évite aussi qu'il ouvre, au moment où vous arrêtez votre voiture, qu'il ouvre la portière, et souvent les enfants ça regarde pas, s'il y a une autre voiture qui arrive sur la route, ils ouvrent la portière alors qu'il y a déjà une voiture qui arrive sur le côté. Donc c'était réponse B et C, parce que c'est fait pour les enfants. Avant de sortir du véhicule, je contrôle le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Extérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors souvent vous mettez que l'extérieur est important, des fois vous avez tendance à oublier l'intérieur. C'est important aussi, je vous explique pourquoi. Allez, vous êtes sur la route, là, hop, vous êtes stationné ici, ok, et puis il peut y avoir une intersection là, voilà. Alors, si vous regardez uniquement le rétroviseur, vous allez avoir une vision là, ici, sur ce qui se passe. Mais s'il y a une voiture qui est là, et qui a déjà mis son clignotant et qui commence à vouloir quitter son stationnement, si vous ne regardez que le rétroviseur, vous ne verrez pas la voiture qui a l'intention de se déporter aussi. Pareil, s'il y a une voiture qui vient d'ici là et qui tourne pour s'engager, est-ce que vous la verrez dans le rétro gauche? Non, vous la verrez pas. D'accord? Donc pensez aussi que le rétro intérieur est important aussi. Donc rétro intérieur et extérieur. C'était réponse A et C.